Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour. Vous publiez Macron, la révolution inachevée, une sélection de vos chroniques du Figaro. Depuis la première apparition dans ces chroniques de celui qui venait tout juste d'être nommé ministre des Finances de François Hollande en 2014 et jusqu'à la rentrée dernière. Alors cette révolution dont vous parlez, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a fait miroiter. En tout cas, c'était le titre de son propre livre quand il s'est présenté à la candidature à la présidence de la République. Vous écrivez « Parce qu'il a beaucoup promis, il lui sera beaucoup demandé ». Est-ce qu'il a vraiment promis plus que d'autres quand il s'est présenté dans la course à l'Élysée? Oui, ne serait-ce que par ce mot révolution, parce que les mots ont un sens. Parler de révolution, c'est pas uniquement dire je ferai des réformes, j'améliorerai les choses, c'est dire je vais faire toutes choses nouvelles. Mais certains s'engageaient à changer la vie, carrément. Oui, carrément, oui, c'est vrai. Mais assorti de 110 propositions dont on pouvait faire ensuite le bilan comptable. Là, Emmanuel Macron avait fait le pari surtout que, en changeant la structure même de la vie politique, on pourrait réussir à opérer les transformations qu'on n'arrivait pas à faire, parce qu'à ses yeux, ces blocages étaient uniquement le fruit d'un vieux schéma politique ancien, droite-gauche, qui empêchait la réalité de se faire. Or, il a réussi à casser ce duopole entre la droite et la gauche. Pour autant, est-ce qu'avoir cassé cela a suffi à réaliser des réformes? Oui, il a fait des réformes, oui, il a un bilan, il pourra s'en vanter, ce bilan sera vanté par les uns, critiqué par les autres. Mais en tout cas, on voit bien que ce soit en économie, en matière institutionnelle ou autre, le pays n'est pas radicalement différent de ce qu'il était il y a 5 ans. Alors justement, lire ou relire vos chroniques au jour le jour, c'est évidemment une façon de dresser le bilan du quinquennat. Parmi les réformes qui n'ont pas ou peu été faites, vous listez dans votre introduction les retraites, c'est sans doute ce qui est le plus visible, l'école, l'État, les finances publiques, plutôt des sujets économiques et sociaux. Donc, je vous trouve plus indulgent sur le côté régalien, l'immigration, la sécurité. Pourtant, c'est ça que lui reprochent ou dont font leur angle d'attaque ses principaux rivaux pour l'année prochaine? Oui, alors en pointant cela, je ne note pas son bilan, mais c'est vrai qu'en tout cas dans sa campagne, il avait moins mis en avant ces questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a vécu, alors est-ce qu'on peut parler de conversion, en tout cas une évolution personnelle sur ces sujets. C'est vrai que lorsqu'il était à Bercy, lorsqu'il débutait en politique, il avait une vision du régalien qui découlait de sa lecture économique. En gros, il disait « donnons du travail aux gens, il n'y aura plus de problème de communautarisme dans les banlieues ». Il s'inscrivait aussi en se démarquant du discours d'un Manuel Valls qui était à Matignon et qu'il percevait à l'époque comme un rival, qui lui avait une vision beaucoup plus tragique et républicaine, si vous voulez, de ce qui se passait dans le pays. À l'épreuve des faits, Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème identitaire, d'une certaine manière. L'actualité lui a imposé en quelque sorte ces sujets. Il était attrapé par l'actualité, à commencer par le terrorisme, hein, la mort de Samuel Paty, l'attentat de la cathédrale de Nice, etc. Et son fameux discours sur le séparatisme, comme il l'avait appelé lui-même, marque cette prise de conscience. Bon. Face à cela, on peut effectivement critiquer le bilan. Il y a une loi qui a été votée sur les fameux principes républicains. On va dire aujourd'hui qu'il n'y ait plus de problème de communautarisme en France. Donc on peut critiquer son bilan, mais par rapport à son intention initiale, il y a plutôt eu une évolution dans le sens de la prise de conscience, là où sur les questions économiques, c'est l'inverse. Alors Emmanuel Macron a été confronté à deux crises inédites qui ont évidemment bouleversé son quinquennat, les gilets jaunes puis la Covid. Certains disent à partir des gilets jaunes, il n'a plus rien fait. Vous lui accordez en tout cas une chose, il n'est pas revenu en arrière sur ses réformes, contrairement à ce qu'avait pu faire par exemple un Nicolas Sarkozy sur le bouclier fiscal. Voilà, ça c'est l'exemple, le type. Le bouclier fiscal était un marqueur fort du début du quinquennat de Sarkozy, marqueur très critiqué, mais marqueur qu'il assume. Il y a la crise financière 2008-2009, et pour en sortir, Nicolas Sarkozy renonce à ce fameux bouclier, il renonce à ce qui était devenu un objet de polémique. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il fait d'entrée de jeu la suppression, en tout cas la suppression partielle de l'ISF, même s'il reste l'impôt sur l'immobilier. Il fait sa flat tax sur les revenus des actions, les revenus du capital. Voilà. Et il ne revient pas en arrière sous la pression ensuite. Très critiqué, et au sein de sa propre majorité, on veut dire il faudrait peut-être quand même revenir sur les SF, etc. Et là-dessus, il ne cède pas. C'est ce que vous appelez la théorie du cliquet. Bah oui, c'est-à-dire que dans son idée, une fois que quelque chose est fait, on ne revient pas en arrière.
on peut ne pas aller plus loin, c'est ce qui fait sur la retraite, mais on ne revient pas en arrière, parce que si on commence à aller en arrière, c'est toute la crémaillère qui s'écroule. L'épisode des Gilets jaunes, il marque pour vous le déplacement à droite du socle des soutiens d'Emmanuel Macron. Expliquez-nous ça. En fait, dans les Gilets jaunes, il y a au départ une révolte sociale, et un moment où on craint que la France bascule dans la violence. Il y a l'épisode bien sûr terrifiant de l'Arc de Triomphe, l'épisode de l'accueil très violent au Puy-en-Velay. La France n'est pas... Et chaque samedi, on voit des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Il y a le pays qui est au bord de la bascule. Or, pour l'électorat de droite, la chienlit, pour reprendre le mot du général de Gaulle, c'est une véritable crainte. Et lorsqu'un pouvoir, à ce moment-là, incarne la réponse de l'ordre, voire une réponse autoritaire, ça lui plaît davantage. 68, de Gaulle est déstabilisé par la crise estudiantine et la crise sociale, mais il retourne l'opinion par le refus justement du désordre et du bazar dans le pays. Et à ce moment-là, dans sa réponse à la crise des Gilets jaunes, en tout cas dans la réponse sécuritaire, Emmanuel Macron a réussi à incarner le parti de l'ordre et il en a bénéficié en grande partie aux élections européennes qui ont suivi. Si on poursuit un peu le jeu des comparaisons entre présidents, vous notez plus encore que Sarkozy et Hollande, il ne savourera qu'un éphémère état de grâce, mais contrairement à eux, il ne pâtira pas d'un désamour véritable. Ça tient à quoi? Alors, d'abord, le constat, c'est que une fois que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont chuté dans l'opinion, ils n'ont jamais réussi à se redresser. Bon, François Hollande, il y a eu l'épisode très bref des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais qui a été vraiment très éphémère. Mais il n'a pas réussi à remonter, et il a fini son quinquennat dans l'état où l'on sait. Emmanuel Macron, lui, à plusieurs reprises au cours de son quinquennat, a réussi à remonter. Je pense qu'il y a eu vraiment même de la haine, on l'a senti au moment des Gilets jaunes dans une partie de la population. Bien sûr. Et même avant ça, on l'a un peu oublié, mais sa chute dans l'opinion est plus rapide que celle de Hollande et Nicolas Sarkozy. Dès le premier été, Emmanuel Macron s'effondre véritablement dans l'opinion. Mais là, il a peut-être été plus prudent qu'on l'imaginait, qu'on l'espérait dans la mise en œuvre de sa politique, mais il s'est peut-être révélé plus habile qu'on l'imaginait sur le terrain de la politique politicienne. Il a su, donc, face à cette crise des Gilets jaunes, trouver le moyen de s'en sortir, le fameux grand débat national. Et ensuite, pendant la crise du Covid, il a su aussi se poser en général en chef de la guerre contre le Covid, avec une gestion peut-être critiquée au jour le jour, mais qui, sur le long terme, a plutôt porté ses fruits. Et je pense que c'est cette habileté qui lui a permis, à plusieurs reprises, de se redresser dans l'opinion, jusqu'à aujourd'hui, même si, bien sûr, le quinquennat n'est pas encore fini. Alors, on voit bien qu'en ce moment, le président il est tenté d'enjamber la prochaine élection présidentielle, de faire comme si sa réélection allait de soi. Par exemple, quand il explique les grandes lignes de sa réforme des retraites qui interviendra en 2022. En fait, vous lui tendez la perche du deuxième mandat en titrant la révolution inachevée. Inachevée, c'est une double lecture. On peut dire inachevée au sens où il n'a pas eu le temps de terminer et dire voilà, il faut 5 ans de plus pour terminer, ou inachevé, ça peut être aussi lu comme un constat d'échec, parce qu'après tout, il a été élu pour 5 ans. Son défi, c'était de réussir ce qu'il avait dit, ou en tout cas de faire ce qu'il avait promis dans ce quinquennat-là. Bon. Et en tout cas, lui qui vous a accordé un entretien pour ce livre, la perche, il l'a saisie. Il vous dit une révolution, ça prend du temps, il faudra aller plus loin. Oui, alors il relie lui-même, et souvent dans les phrases qu'il m'a dites sur ce sujet-là, il dit voilà, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la révolution soit quelque chose de brutal, de forcément spectaculaire. Il parle de révolution à la Tocqueville, c'est-à-dire plus en profondeur sur les esprits, sur les institutions, et qui suppose, de son point de vue, d'avoir du temps. Mais le jugement, il l'aura quand même, il sera jugé sur ces 5 années écoulées, et non pas sur d'éventuelles promesses futures. Le macronisme pourra-t-il continuer à exister après ou sans Emmanuel Macron? Ça, c'est peut-être la grande faiblesse de ce quinquennat-là, c'est que Emmanuel Macron a réussi quelque chose d'assez inouï sur le plan politique, en tout cas de devenir président alors qu'il n'était rien. Inconnu 3 ans avant. Sans structure, sans parti, sans alliés, sans histoire, etc. Donc ça, c'est unique. Bon. Le macronisme est aussi une forme de perception des choses. Voilà, Macron est quelqu'un de très intuitif. Mais ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas vraiment un parti. Voilà, il n'y a pas de successeur évident. Voilà. Le jour et même Macron ce quinquennat n'a pas réussi à faire émerger de personnalités fortes ou enracinées dans le pays. Un peu Édouard Philippe, mais on voit bien à quel point aujourd'hui Édouard Philippe, il cherche plutôt à exister en dehors de Macron que dans la mouvance de Macron. À l'arrivée, Macron reste malgré tout un homme seul.
Ça lui donne peut-être de la liberté, mais ça le fragilise aussi. Un dernier mot, en relisant ces 7 années de contrepoint pour les compiler, est-ce que l'un ou l'autre de ces textes, vous vous êtes dit a posteriori, Macron m'a pris à contre-pied, est-ce qu'avec le recul, il n'est pas allé là où vous pensiez? Écoutez, sincèrement, non, au sens où je pense que cette évolution, disons plutôt vers le centre droit, elle était quand même inscrite dans les faits dès le début. Avant même qu'il arrive à l'Élysée. Moi, je suis frappé justement en publiant notamment les contrepoints que j'ai publiés lorsqu'il était encore à Bercy et qu'il commençait à théoriser sa vision du pays, lorsqu'il parlait justement d'émancipation individuelle, de sortir des logiques corporatistes. Tout ce logiciel-là, il l'avait déjà en tête dès le début. Et finalement, c'est quand même ce fil qu'il a essayé de tirer avec les limites de l'action, mais qu'il a essayé de tirer tout au fil de son quinquennat. Merci beaucoup Guillaume Tabar. Merci à vous.